Merci beaucoup. Je crois que le premier lundi de chaque mois, c'est comme pour les foires et les marchés. Donc, je faisais ça ce matin. Donc, c'est un choix qui est parfait. En fait, quitter l'entre-soi historien à la pause déjeuner et ne pas imposer aux auditeurs un socle de référence. Celui-là mieux ? D'accord. Merci beaucoup. De référence implicite et un jargon censé protéger nos ultra-spécialités m'offre le plaisir de chanter à tout venant le crédit, en cigale de l'interdisciplinarité, fondatrice de Notre Universitas, qui est une association de maîtres et élèves au Moyen-Âge. Donc je salue les maîtres et l'apprenti ou les apprentis maîtres qui sont là. Je vais envisager un sujet, vous l'avez compris, qui m'occupe depuis que j'ai rejoint la médiévistique, un pré-intérêt considéré au regard de sa face inquiétante, l'endettement, et de sa face valorisée, l'entreprise. Alors, je ne suis pas munie d'une procuration en bonne et due forme par mes collègues, mais ils sont témoins. Et spécialement par celui qui nous permet de travailler, le cathédratique Patrice Poujade. Et donc ma petite personne est aujourd'hui la partie visible d'un groupe d'histoire sociale de l'économie et du laboratoire Framespa, mais également d'un vestige de programmes internationaux que le nombre d'années n'entame pas, le groupe Jacob, et dont mon exposé témoigne du goût de l'archive que nous cultivons au sein d'une recherche partagée, solidaire et enthousiaste. Alors, s'attacher au marché financier pourrait sembler curieux pour une médiéviste. Alors, bornons-nous à souligner une évidence à la lecture de la documentation notariale cerdane et rossillonnaise. De fait, la société du bas Moyen-Âge, dès le XIIe siècle, s'endette furieusement. On vit et on meurt à crédit. Le crédit est partout. Les Juifs ne sont pas les seuls à se dédier au prêt. Ils prêtent de l'argent après les clercs. Avant les Juifs, ici, il y avait les moines de Saint-Michel de Cuxa. Si l'usurier catalan est réputé juif, en Dauphiné, il est lombard, donc chrétien. Ne parlons pas des Cahors. Comme nous n'avons pas le temps de nous attarder sur ces présupposés, il faudra me faire confiance et admettre que l'assimilation du prêt à usure et de l'usure au judaïsme est un stéréotype fallacieux sur lequel j'ai écrit. Au contraire, Jacques Ier d'Aragon, le conquérant, au milieu du XIIIe siècle, réglementa le taux d'intérêt pour mieux soulager les surendettés, pour contrôler ce secteur, pour éviter les faillites en cascade. Donc l'usure n'est ni une niche ethnique, ni un domaine réservé à des chrétiens, à des non-chrétiens étrangers ou à des chrétiens étrangers. Donc je décris une société du salut, je veux dire le salut éternel, qui ne se limite pas aux chevaliers et au château fort. Elle est à la fois proche de nous et parfaitement exotique. Certes, l'homme médiéval ne diffère pas significativement de l'homo sapiens actuel. Certes, les marchés, donc des lieux d'échange marchands, existent au Moyen-Âge et connaissent un essor remarquable, tant dans le monde rural qu'avec le développement d'une société urbaine qui est consommatrice, de plus en plus consommatrice. Si la catégorie d'économique n'est pas médiévale, ce n'est pas du tout une notion endogène, ils ne prononcent pas le mot et ils ne connaissent pas la chose, les mondes médiévaux relèvent d'une anthropologie économique. Le Moyen-Âge n'est pas la préhistoire du libéralisme. La domination de la religion chrétienne n'est pas le frein contrariant le capitalisme naissant. Le beau XIIIe siècle ne ressemble pas au temps idyllique où l'argent n'était pas roi. Au contraire, les années 1250, celle auquel je m'intéresse le plus actuellement, serait plutôt celle d'une croissance débridée, où le système atteint ses limites. Avant une crise multiforme, autour de 1300, les chroniqueurs catalans parlent du primer Malani de 1333. Donc c'est une crise financière, une crise démographique avec des famines, des pandémies, des guerres et une crise culturelle et sociale, peut-être plutôt une crise sociale. Alors après le deuil de ces idées reçues,
Il faut à l'homme de 2022, donc c'est ça que je vous demanderai, un effort d'imagination pour considérer une époque où l'on ne découpait pas l'existence en champs politiques, économiques, mais où tout était encastré, comme dit Carpolani, dans le religieux. Alors il faut un effort pour vous immerger dans ce monde de l'hétérogénéité, mal uniformisée, malgré une pauvreté générale et une ruralité dominante. Un espace moins normé et contrôlé que le nôtre. Et pourtant, où la liberté n'existe pas, mais des libertés, dans une société d'ordre, où les jeux de domination n'excluent pas l'ascension sociale, l'enrichissement, mais où chacun a sa place, sa juste place, où les puissants, dont les potentesses, n'ignorent pas l'importance du corps politique, qui n'exclut pas les juifs locaux. Donc je vous entraîne dans un voyage dépaysant, où les catégories et les valeurs comparables aux nôtres, en apparence, on va pouvoir se croire dans notre société peut-être en crise, mais ces valeurs n'ont pas le même sens et elles ne s'organisent pas comme aujourd'hui. Alors ces paysans et ces artisans dont je vais vous parler, qui entreprennent, qui produisent, qui vendent, agissent dans un environnement spécialement incertain. Leurs villes, leurs états princiers royaux, surendettés, voient au XVe siècle leur administration contrôlés de plus en plus par leurs créanciers, des membres des oligarchies urbaines. L'omniprésence du crédit est un risque, un jeu, ils sont très joueurs, et une nécessité, mais il peut troubler l'équilibre social. Il cimente les relations d'homme à homme. Dans cet espace de pénurie où la consommation augmente et identifie socialement, une créance malsaine pourrait faire tomber jusqu'au roi, par effet de domino. Barcelone a eu très peur au XIIe siècle de la faillite généralisée. Nos entrepreneurs doivent trouver des solutions pour se garantir, pour faire un bénéfice suffisant, pour assurer les paiements. Alors que le salut éternel demeure le maître mot, l'on vit à court terme. Mais seuls les franciscains exercent cette vertu volontairement et en conscience. Donc ils ne savent pas maintenant ce qu'ils vont manger tout à l'heure. Mais ils sont franciscains. Les autres, ce n'est pas volontaire. La vie est brève, les transactions mal stabilisées, difficilement monétisées, et le système d'échange est peu homogénéisé. Alors, j'ai cherché à vous montrer comment nous répondons, et les gens du Moyen-Âge répondent à 3 questions, à 3 difficultés quotidiennes. Et la première assurance dans ces sociétés, elle consiste à s'associer. Alors l'usage fréquent consiste, ça n'a rien de révolutionnaire, et puis tout le monde le fait aujourd'hui, à répartir les risques et à collecter les sommes nécessaires par des prêts mutua, le prêt simple en droit latin. Alors l'outil est très simple et très sûr et très souple. Il vaut particulièrement dans un contexte où les spécialisations et la normalisation des métiers ne va pas de soi. C'est d'ailleurs pour cela que je parle d'entrepreneurs, pas pour faire moderne, simplement parce que je ne sais pas comment les appeler. Parce que je vous parle d'acteurs qui ne se considèrent pas comme bouchers ou comme tisserands, ou pas tout le temps, ou pas seulement. Mais peut-être comme un corailleur qui vendra des amendes, comme un prêteur et emprunteur à l'occasion. Et les nombreux prêts, les nombreux petits contrats notariés nous les font croire menus, mais ils se révèlent parfois d'une envergure étonnante, comme le très fameux chez nous Mordecai Joseph, qui est un corailleur juif provençal, qui est lié à Castelló d'Empúries, à Alguero en Sardaigne, qui a fini par migrer en Sardaigne, et qu'on connaît par son pinca, c'est-à-dire son livre de compte, son livre de réseau, et des actes notariés. Et alors, on le voit dans les uns donneurs d'ordre, artisans polisseurs, dirigeant un atelier de fabrication de pâte neutre, c'est un produit de masse à l'époque, en fait, trafiquant de tous les objets et biens usuels, et membre de l'oligarchie juive de Marseille et d'Alguero. Mais en lisant seulement un document, on l'aurait pris vraiment pour un petit polisseur de rien du tout. Les muletiers cerdans,
du début du XIVe siècle et de la fin du XIIIe, que j'ai longtemps cru très modestes, sont apparus au détour de lettres royales, qui sont à l'arche de la couronne d'Aragon, comme de gros transporteurs internationaux. Je n'en revenais pas, il m'a fallu un peu de temps pour le découvrir. Alors, le mieux pour le comprendre, c'est de plonger dans les archives. Donc, on va revenir à Perpignan, dans la série J, et là, vous voyez un des documents de la série J, la série J des ADPO, où il y a une documentation des métiers, que mes collègues modernistes connaissent particulièrement bien, mais elle remonte au XIVe siècle et même peut-être un peu avant. Et là, je vous propose un beau document qui va être édité il n'y a pas longtemps, qui a déjà été travaillé par ma doctorante Margot Coste et que nous éditons dans le volume qui va paraître chez Brepols. Voilà, alors je ne résiste pas au plaisir de vous montrer, mais évidemment c'est petit, le magnifique document. Celui-là est très très bien écrit. Et vous avez ici, là, un signum de notaire, donc qui est la validation de l'acte. Ça, c'est le type d'acte qu'on trouve généralement plutôt dans la documentation privée. C'est pas étonnant qu'il soit dans la série J, bon, même si c'est une série factice, mais on va pas rentrer dans ces détails. Bon, c'est un peu compliqué. Simplement pour vous dire que ce genre de documents, c'est au fond des documents privés qui ont une date de péremption, qui ont une durée de vie assez courte, et que donc les notaires n'ont pas cherché à nous conserver. Une fois que les acteurs ne travaillaient plus, ça ne valait plus rien. Alors, je vous ai mis la transcription, mais il faut porter vos besicles. Je vais simplement vous commenter quelques éléments. Alors, en fait, ce document est exceptionnel parce que c'est un contrat de société. Et donc, au lieu d'avoir la société marchande telle qu'elle se constitue à coup de petites associations, on a une vision globale, ce qui est assez rare pour nous, c'est pour ça que je l'ai choisi. Donc on a un contrat sur une compagnie de bois, donc vous aurez compris que dans mon programme de recherche que je suis en train de préparer, je vais beaucoup m'intéresser aux menuisiers et à d'autres entrepreneurs. Et c'est pour cela que ce travail fait finalement le lien entre le passé de ma recherche et le futur, j'espère, qui suivra cette année. Alors, on a donc une compagnie, peut-être vous connaissez les compagnies italiennes, non, c'est vraiment une association de production et de commerce où les divers associés apportent du financement, apportent, vous allez voir, de l'expertise, apportent des matières premières et puis peut-être apportent aussi une clientèle, on va le voir. Alors, on a donc à Perpignan un marchand, quelqu'un qui se dit marchand, donc c'est plutôt le niveau élevé. Il n'est pas purement marchand, hein, il doit faire beaucoup d'autres choses, mais là, devant le notaire, ça fait quand même plutôt bien de se présenter comme marchand, et puis il apporte du financement. Donc il doit être plutôt un grand marchand. Ensuite, on a un pareur, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille dans le textile, qui est lui aussi à Perpignan au 14e et au 15e, qui tient le haut du pavé, qui doit avoir accumulé du capital, et qui a aussi besoin peut-être d'outils en bois. Ça, on n'a pas la preuve, mais on se demande bien comment les artisans obtenaient leur outillage. Et ensuite, on a deux frères, hein, les frères Azémar, qui sont dits menuisiers. Et ils sont de Perpignan. Alors, l'un des frères, Perret, ira dans la montagne acheter du bois. Donc lui, il apporte sa connaissance du bois, de la qualité, et donc il va assurer le repérage des arbres, il va vérifier la coupe, et il va faire tout ce travail de base pour avoir la matière première de l'entreprise. Entre parenthèses, billon, ça m'a causé pas mal de soucis pour la traduction, mais enfin, bon voilà, c'est une interprétation que je donne. On ne sait pas très bien comment il travaillait, et ce sont des textes de ce genre-là qui nous permettent de les connaître. Alors, toujours Perret va s'occuper de tout ce qui est le transport du bois, en particulier par flottage, et il va arriver à Perpignan sur la Grève.
Bon, il va éviter qu'on leur envole, il va éviter qu'ils s'abîment, il va éviter qu'ils traînent, etc., etc. Et tout ça, ça coûte de l'argent puisqu'il va faire une mission et il va être payé pour ça. Ensuite, les deux frères vendront du bois sur la Grève et dans la boutique de Perpignan. Donc, ils ont une sorte de zone artisanale, on va dire, où ils vont ranger le bois qui est arrivé, et ils sont négociants en bois. Mais ils ont aussi un lieu où ils travaillent et où ils vendent du bois, des objets, des meubles. On a quelques contrats, mais bon. Et régulièrement, ils devront présenter le livre de compte à leurs mandataires financiers, à savoir le pareur et le marchand, et tenir un livre de compte. Alors, je vous en ai mis un livre de compte à la fin, en réalité. Voilà, ces deux livres de compte. Bon, je vous ai mis des livres de compte en hébreu, là aussi, j'ai pas résisté, parce que c'est vraiment deux livres de compte assez exceptionnels. Donc, celui de droite, c'est le petit carnet que Masson avait dans la poche. Il est en caractère hébraïque, mais avec beaucoup de catalan. Il est pas mal abîmé. Il a été retrouvé vers 2004-2005 à Gérone, dans les reliures des livres. Donc, c'était un de ces textes qui avait donc une date de péremption. Quand ils en ont plus besoin, ils l'ont mis au recyclage des papiers et le payarote est passé. Et il a apporté à la curie et chez le notaire. On a entassé tous ces papiers, on y a passé de la colle, on l'a massicoté et puis on a fait le reliure. Et puis en 2001, des fous de notre espèce. Enfin, moi, c'était mon rêve de thèse, ça. Hein. Donc, mon rêve a été réalisé. Et donc, des fous de mon espèce ont trouvé ces documents. Bon, c'est courant, en fait. Hein. Mais des documents comme ça, non, c'est très rare. Et les ont extraits soigneusement. Ne demandez surtout pas ça à un conservateur français. Il ne serait pas content. Mais maintenant, on a des lasers. De toute façon, on n'a plus besoin de détruire les reliures. Donc voilà, vous avez votre petit carnet. Et l'autre, il a aussi une belle aventure. C'est le carnet de compte de Youssef Salbara de 1445. Il est assez unique parce qu'il est à peu près complet. Il avait été découvert, mis aux archives. Il a été volé par un autre fou dans notre espèce, qui était un historien. Il a été vendu sur le marché et on l'a retrouvé et il est revenu aux archives. Donc voilà le genre de documents auxquels ils font allusion dans ce texte. On en a vraiment très peu. Donc ces gens tiennent le livre de compte, sachant qu'ils font l'essentiel de leur commerce, alors en monnaie sonnante et trébuchante pour des petits objets, mais globalement à crédit. Et c'est pour cela qu'il faut qu'ils rendent compte aux mandataires. Et bon, si vous voyez, vous verrez qu'il faut à tout prix qu'ils aient les reconnaissances de dette, qu'ils aient les documents qui appartiennent à la dite compagnie. Et donc, ce genre de documents, je vous l'ai mis là. Donc, vous avez une petite charte de créance. En fait, c'est une lettre. Elle est pliée en deux. Vous remarquez aussi qu'il y a le signum du notaire qui valide. Et puis, vous remarquez qu'elle a été classée dans une boîte parce que, alors, elle était un juif qui a mis une petite analyse et qui l'a mise dans sa boîte à fiches. Et puis quand il cherchait ses chartes, il devait faire comme on faisait dans le temps. Du temps, on n'avait pas des registres informatisés et qu'on allait dans les bibliothèques, tout bêtement, si je puis dire. Ça aussi, c'est quelque chose de très nouveau. Alors, on en a plusieurs à Perpignan. C'est vraiment un trésor et c'est très rare, mais celle-là, elle est de Traits, en Provence, et elle a été découverte par Emma Allègre. Donc, ces gens-là se sont accordés sur cette gestion, et il est bien précisé que Pere et Joan Azemar, les deux menuisiers, ne peuvent pas avoir une autre boutique ailleurs. Ils ne peuvent pas faire concurrence au consortium, évidemment. Sauf ceux qui fabriqueront de leurs mains, c'est-à-dire qu'ils ont des ouvriers, c'est-à-dire que là, évidemment, ils peuvent se servir et ils peuvent faire leur travail de menuisier, parce qu'ils sont bien dit menuisiers avant tout, mais on voit qu'ils sont d'abord marchands de bois et peut-être charpentiers. Enfin, selon moi, ils tiennent toute la filière. Alors ensuite,
On mesure combien de bois va aller un tel et un tel. Bon, je vais pas m'attarder longuement là-dessus. On donne les tailles, on sait que c'est du sapin ici, mais pas que. Et ensuite, il parle aussi des coûts. Il faut tout faire au meilleur marché possible pour acheter de la bonne qualité, pas trop cher, de bonnes essences, etc. À côté du sapin, donc, il y a du pain, d'autres essences. Ensuite, ce qui nous intéresse, c'est que également les deux mandataires, le pareur et le marchand, apportent du capital, mais que les deux experts emmènent également du capital. Ils en ont moins, mais sans doute qu'avec leur entreprise de menuiserie, ils ont réussi à acquérir du capital et ils investissent dans la société. Quant aux gains, eh bien, il y a des missions pour ceux qui font le travail, dont les deux frères menuisiers. Et ensuite, ils doivent rendre des comptes et on partage les gains en parts prévues à l'avance. Et c'est ça la différence entre une société marchande ou une compagnie qui est mise en place par un acte de ce genre-là. Ah, du coup, je vous ai remis le texte original, ouais. C'est un peu dur à lire. Alors que d'habitude, quand pour les petites entreprises, on procède par accumulation de prêts mutuum, c'est-à-dire juste de petites créances, là, on a une prise de bénéfices qui dépend du taux de crédit, en tout cas qui ne doit pas dépasser 20% l'an, et qui est prêté à moyen terme. Alors, la différence entre les gens qui sont surendettés et les compagnies, c'est que les compagnies arrivent à rembourser à 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans maximum, tandis que les endettés, les pauvres, eux, ils n'arrivent pas et ils se retrouvent dans la difficulté du surendettement très, très long et des novations de dette. Mais aujourd'hui, je ne vous parle pas des pauvres, je vous parle des entrepreneurs. Bon, il y en a qui font faillite, hein, mais on n'a pas de source sur eux. Donc, ces gens-là ont fait toute la prévision de leur entreprise et ils ont cet acte qui est valide avec le signum du notaire, et c'est le notaire Pierre Gély, un notaire de Perpignan, qui en fait un acte public. Donc le notaire est pour nous, médiévistes, et sans doute aussi pour les modernistes, le personnage central de toutes les affaires et de toutes les entreprises, parce que c'est lui qui légalise et qui légitime. Il a délégation de puissance publique, bon, ça c'est encore le cas, mais il intervient pour toutes les affaires financières, à tel point que les petits registres de comptes que je vous ai montrés, ils sont en général conservés, non pas dans l'entreprise, mais chez le notaire. Le notaire, c'est vraiment le lieu où on va se renseigner sur tout, sur les prix, sur le compte, sur la réputation des uns et des autres, où on va papoter. Et à côté, on va aussi à la cour de justice, mais vraiment le cœur du lieu de discussion, c'est le notaire. Voilà pour cette association qui est un moyen de répondre aux risques et qui est la première réponse la plus simple. Le deuxième problème, c'est quand même d'avoir ce fameux capital dont vous avez vu que les frères Azémar menuisiers en avaient accumulé un petit peu, que le pareur en avait un peu plus, que le marchand en avait encore un peu plus. Donc, il faut quand même investir dans ces activités. Et dès ma thèse, d'ailleurs, je m'étais demandé comment on remplissait l'arca dans laquelle on tient ces pièces. Et j'avais beaucoup de mal à répondre parce que ces gens-là, ces entrepreneurs, on les voit vraiment très peu souvent. Alors, une des réponses qui nous semble évidente du point de vue économique, c'est qu'il faut quand même faire du bénéfice, gagner. Mais
cette notion que vous pouvez avoir de façon naturelle, intuitive, elle n'est pas évidente pour nous médiévistes. Est-ce que le bénéfice est bon ou pas? Est-ce que c'est bien de gagner de l'argent dans la société médiévale? Est-ce que c'est admis? C'est pour ça que j'ai mis les mots en latin, que j'ai mis beneficium et que j'ai mis lucrum, parce que bénéfice, c'est aussi employé pour une charge de curé, par exemple. Et le bénéfice, c'est également dans un sens moral, dans un sens social, dans un sens économique. Alors par contre, le lucrum, le lucre, ça pourrait vous sembler plutôt du côté du mauvais bénéfice, de la dureté des prêteurs qui veulent obtenir beaucoup d'argent. En réalité, lucrum, c'est employé chez nos notaires de façon assez positive, dans le sens de intérêt. Et ils emploient le mot capital pour l'argent qui est prêté, pas pour l'argent qui est investi dans une entreprise, pour l'argent qui est prêté. Donc ça, c'est la masse d'argent sur laquelle on va s'appuyer, qu'on a acquise, qu'on a en propriété, enfin en possession. Et puis ensuite, ils emploient les mots intérêt, siu et lucrum, c'est-à-dire, ils disent c'est de l'intérêt de ce capital, donc ce qui rapporte, ou du lucre. Donc, c'est leur mot pour dire intérêt. Et ils emploient un troisième mot que je me suis gardé d'employer parce qu'il est tellement connoté que je pourrais faire plusieurs conférences dessus, c'est le mot usura. Parce qu'ils peuvent dire beneficium, siu et lucrum, siu et usura. L'usure, c'est l'intérêt. Mais quand ils disent usuras, alors ça c'est ma thèse dans la loi du lucre, vous n'êtes pas forcé de me suivre, mais je crois quand même que j'ai à peu près démontré. Et quand ils disent usuras, là c'est mauvais, c'est-à-dire c'est les mots, parce que de l'usure, de l'intérêt, il y en a du bon, il y en a du mauvais. Et pour aller vite, puisque c'est pas le sujet d'aujourd'hui, la distinction entre le bon et le mauvais, elle est finalement assez facile à faire. C'est l'humanité de celui qui prête et qui investit. Est-ce qu'il le fait bien ou est-ce qu'il le fait mal? C'est-à-dire qu'on le juge à sa façon de se tenir, à sa façon d'être rigoureux, d'être honnête, de ne pas falsifier les chartes par exemple, et d'aller réclamer ce qui lui est dû. Et ça aussi c'est quelque chose que j'ai démontré ailleurs, donc vous êtes encore obligé de me faire confiance, ce qui est normal dans le marché. C'est l'art de la novation de dette. Alors, on a beau travailler avec le notaire le plus doué pour éviter tout risque et tout conflit, à coup de triade formulaire, d'invention d'actes habiles, le mieux, c'est donc de s'entourer de personnes de bonne réputation, à la solidité financière bien connue. Mais il n'empêche, on peut gagner beaucoup, mais on peut perdre beaucoup. Et le cas le plus emblématique que je vous raconterai, c'est un cas qui a été présenté au colloque expertise par Andrea Farah, un collègue italien. C'est un marchand qui a été en Hongrie acheter des chevaux. Donc, grand luxe, hein, le cheval de Hongrie, il n'y a pas mieux. Vous allez le vendre très cher pour le couronnement du roi, des trucs comme ça. Hein. Pierre le Cérémonieux a adoré les chevaux, les pierreries, etc. Les plumes. Ça se vendait bien à Perpignan, les plumes d'autruche. Ou des grettes. Hein. Et donc, ce marchand, il s'en va avec suffisamment d'argent pour acheter 10 beaux chevaux de Hongrie. Vous imaginez le jackpot quand il va revenir. Ouais. Seulement, il repart avec ses 10 chevaux. Il y en a un qui est malade. Bon, pas de chance. Il y a des voleurs qui lui en volent 2. Un jour, il en avait assez, il joue. Parce que je vous l'ai dit, ils sont très joueurs. Hein. Et quand ils jouent à l'auberge, ils parient toujours. Ils jouent aux échecs et ils parient en plus. Ils jouent au domino et ils parient en plus. Ils jouent au roi des barres, au jeu du roi et de la reine. Enfin, il y a plein de jeux. Et chaque fois, ils parient de l'argent. Bon, il a perdu un cheval. Enfin, à force de mésaventures, quand il est arrivé en Italie, il avait un cheval. Vous vous dites, mais c'est pas possible, un entrepreneur comme celui-là, c'est pas admissible. Il a tout perdu. Mais non, il l'a vendu tellement cher qu'il a fait un peu de bénéfice. Il était très content. Ça,
c'est un modèle pour nos entrepreneurs. Hein. Et donc, bon, ça c'est un cas quand même particulier, mais ça vous dit déjà quand même leur ambition, leur façon de voir le lucre. Finalement, tout va bien. Mais comment peuvent-ils faire quand même pour s'assurer contre ce genre de folie des grandeurs? Alors, ils peuvent obtenir du capital avec d'autres moyens que ceux que je vous ai dit, que je vous ai donnés dans la première partie, à savoir des contrats qu'on appelle commandes. Alors, la commande italienne, vous allez me dire, ça c'est un contrat comme le contrat d'association. D'accord, c'est l'armement, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui. Mais les commandes qu'on trouve à Perpignan, qu'on trouve tout le temps, ce sont ces commanda sive deposito. C'est-à-dire qu'il y a un noble, par exemple un proche du roi d'Aragon, le seigneur d'Intensa, qui a accumulé un peu de monnaie, et qui va le déposer auprès d'un marchand, et plutôt auprès d'un changeur. Et puis c'est tout. Normalement, on ne peut pas demander de bénéfice sur la commande, et normalement, la commande, elle doit être rangée dans le coffre, et puis on ne doit pas y toucher. Et puis dans les coffres, on met 2 ou 3 clés, et il faut être tous les 3 pour ouvrir le coffre. Si vous avez été dans la République des Escartons, dans les Alpes, vous avez une armoire. Alors elle n'est pas médiévale, mais elle est moderne, mais ça ira très bien. Et il fallait que tous ceux qui tenaient une clé de chaque serrure soient présents pour ouvrir l'armoire. Ça, c'est très courant dans nos contrats. Et en particulier, ça sert à l'éducation des jeunes enfants marchands. Vous leur donnez un tuteur, vous donnez une clé au gamin, il a 15-16 ans, hein, il est en train d'apprendre, puis vous donnez une clé au tuteur, et pour ouvrir le coffre et sortir l'argent, il faut les 2 clés, donc le tuteur et l'enfant. Voilà, c'est un mode éducatif. Et donc, notre Intense a donné de l'argent. Théoriquement, quand il va vouloir aller trouver son prêteur favori, il va retrouver son argent immédiatement. Mais ce qu'on sait, c'est que, en fait, les prêteurs le sortent du coffre et le misent. Alors au jeu, mais ça c'est quand ils sont pas trop sérieux, mais autrement dans diverses entreprises. Et évidemment, quand M. D'Intensa revient demander son argent, oh là là, attendez 5 minutes, je m'en vais rechercher, je m'en vais vous le trouver. Et quand je dis attendez 5 minutes, si vous voulez un récit absolument génial, alors il est un peu tardif, mais c'est le récit le plus naturel qu'on a trouvé. Vous avez Thomas Plater qui raconte ça dans ses mémoires, enfin son récit de vie, et il le raconte comme ça. C'est-à-dire, il dit, oh là là, je vais me fâcher avec le seigneur Bébélius parce que je ne vais pas pouvoir lui rendre l'argent. Alors il va trouver un de ses collègues entrepreneurs également, et il lui dit, tu pourrais pas me prêter tant d'argent parce que je les dois au seigneur Bébélius, il faut vraiment que je lui rende aujourd'hui, je vais me fâcher. Et c'est comme ça que, bon, il n'obtient pas au premier coup, mais c'est comme ça que de voisin en voisin, il réussit à obtenir son argent pour rendre au seigneur Bébélius, ne pas couper la confiance et continuer à pouvoir prêter. Donc vous voyez, ils sont continuellement sur le fil du rasoir, hein. Ce que vous avez lu sur les années 30, là, et je sais pas, moi, l'affaire Stavisky ou des trucs comme ça, ils font ça tout le temps, hein. Alors, bon, là, c'était vraiment frauduleux avec Stavisky. J'ai pas dit qu'ils vous vendaient des actions de mines en Afrique qui n'existent pas, hein. J'ai pas dit ça. Ils font pas dans le faux. Bon, en tout cas, on les connaît pas. Mais ils sont sur le fil de rasoir continuellement. Ils ont pas de quoi payer. Donc ça, c'est la commande. En réalité, ça sert à quoi alors au seigneur d'Intensa? À son prêteur, on a compris à quoi ça lui servait. Ça lui servait à investir alors qu'il ne devrait pas, et avec un risque maximal et un stress terrible. Mais pour le seigneur d'Intensa, ça fait que, quand il va revenir chez son prêteur, eh bien, il aura un crédit à un taux plus favorable. C'est les anciens plans épargne-logement, là, ou des trucs comme ça, si vous voulez. Et chez les prêteurs justes, ça s'appelle la Marufia, c'est le client privilégié. Et ça fonctionne très bien. C'est-à-dire que les gens qui ont de l'argent et qui l'ont déposé, alors j'ai pas dit à la banque parce qu'il n'y a pas de banque, hein.
c'est pas spécialisé, vont pouvoir obtenir un peu plus d'argent et acheter, consommer et investir. Donc ça, c'était pour la commande. L'autre type d'investissement dont je voulais vous parler, parce que nous allons chercher à beaucoup le développer là, dans le programme que je recherche, et j'y ai également travaillé avant de venir ici, quand je m'étais enthousiasmée pour le moulin du Bazacle, à Toulouse, c'est les parts, les sociétés de parts. Alors c'est une autre manière de prêter de l'argent, et c'est également, toujours dans nos actes notariés, noté à travers ce fameux contrat très courant de mutuum. Donc quand vous commencez à lire, par exemple, les registres de Pucerda que j'ai lus pendant ma thèse, c'est tout simple, c'est moi, je te prête à toi tant d'argent que tu me rendras à tel moment. Et ça, c'était mon pain quotidien, et vous en avez des registres de brèves sur des centaines de milliers de pages. Vous faites quoi avec ça ? Il m'a fallu quand même, après, un peu plus tard, rencontrer des affaires judiciaires pour comprendre que ça pouvait recouvrir tout ce que je vous dis aujourd'hui. Alors, pour les parts, j'ai commencé à comprendre ça avec une affaire d'usure qui portait sur les parts du bac du Llobregat. En fait, dans tout l'Occident, semble-t-il, mais on a très peu de sources, on en a un peu à Barcelone, beaucoup à Toulouse, quelques-unes à Avignon, mais si on cherche, on va en trouver. Beaucoup d'entreprises qui étaient des étals de marché, des drassanes, des arsenaux, merci, des bacs, des ponts, voilà, des éléments comme ça, qui ont besoin de beaucoup d'entretien, qui sont très risqués, qui sont très aléatoires aussi, hein, parce que quand le Llobregat, il n'y a pas d'eau, c'est facile. Quand il y a trop d'eau, c'est facile pour le client, donc il ne paie pas. Et quand il y a trop d'eau, c'est la catastrophe, parce que tout est emporté, on ne peut pas naviguer, etc. Donc c'est très risqué. Et dans ce cas-là, les entrepreneurs se mettent donc à plusieurs. On a le possesseur des droits, qui est un seigneur. Par exemple, pour la barge du Llobregat, c'est le seigneur de Vilanova. Il a les droits sur la barge. Mais il a besoin d'avoir d'argent parce qu'il veut acheter des beaux chevaux ou doter sa fille. Donc, il donne et vend pour 1 an, 2 ans, 5 ans, les droits sur le bac de Llobregat à des hommes d'affaires qui sont comme nos pères et Azemar, hein, qu'on a vu, qui font tout plein d'autres choses, qui vont s'occuper d'entretenir et de faire fonctionner le bac, qui donneront une rente au seigneur de Vilanova, une rente simplement recognitive, et eux qui engrangeront le bénéfice en tant que, ce qu'on appelle en catalan, seigneur moyen. Enfin, c'est eux qui exploitent et c'est eux qui font le bénéfice. Ils vont également utiliser un expert, c'est-à-dire quelqu'un qui sait faire fonctionner le bac, ou pour les moulins, un meunier, et ainsi, ils vont ou gagner ou perdre. Et ils font comme un autre amateur de chevaux de Hongrie, c'est-à-dire que certaines années, ils gagnent beaucoup, mais d'autres années, ils perdent beaucoup. Et je prétends, on l'a démontré dans certains cas ponctuels, et j'espère qu'on le démontrera ou qu'on l'infirmera, ça je m'en moque, mais qu'on aura une réponse un peu ferme dans quelques temps, quand on aura étudié plus largement ces affaires, que finalement, lissé sur une vingtaine d'années, quand on calcule les bénéfices, on se retrouve avec une rente de 5%. Et quand j'ai travaillé avec les collègues de Toulouse sur la longue durée, alors ça pose des problèmes méthodologiques, on s'est rendu compte que pour les moulins du Bazacle, finalement, ce que tiraient les investisseurs de part, c'était à peu près ça, sur la durée. D'autant que pour des raisons d'éthique sociale, ils gardaient les parts longtemps.
Voilà. Alors, il y en a qui s'amusent à spéculer. J'ai un certain Géraud et un Viadet qui sont très mauvais et qui, eux, ont pris des usures. C'est-à-dire que eux, ils ont revendu leur part très vite et sans respecter le juste prix. C'est-à-dire que, au fond, si on regarde le prix des parts au départ et puis lorsqu'ils les ont revendues, ils ont fait un bénéfice de plus de 20%. Et ce n'est pas le juste prix, plus de 20%, c'est de l'usure. Et c'est ainsi d'ailleurs que j'ai compris également que ce qui comptait pour les gens du Moyen-Âge, ce n'était pas seulement le crédit, le petit crédit, mais c'était de différencier les bonnes et mauvaises usures, le bon et le mauvais entrepreneur, le bon et le mauvais prêteur, à travers ce critère du juste prix qui ne doit pas conduire à faire du bénéfice de plus de 20%. Finalement, ce que je viens de vous décrire, c'est au fond une forme de banque d'investissement, de banque de dépôt et de banque qui est à la fois au service de l'entreprise et à la fois au service des petits emprunteurs, dont je ne vous parle pas aujourd'hui parce que ce n'est pas le sujet, mais sachez qu'il n'y a pas de séparation entre des banques qui seraient des banques d'affaires, des banques d'investissement ou des banques de crédit. Désolé, j'avais oublié de vous passer, ça c'était les chapitres concernant la barge du Llobregat. Et donc, pour terminer, parce que je pense qu'il me reste un quart d'heure à peu près, c'est ça colle. J'aurais voulu vous parler du troisième problème qu'il y a qu'on doit régler. Et ce troisième problème, c'est payer, tout bêtement. Et payer, ça n'est pas aussi simple. Pour ces gens du Moyen-Âge, et c'est pour cela que tout le système que je vous présente est organisé par un système du tout à crédit. Alors, vous pourriez penser qu'il manque de numéraires, et ils en manquent. Mais ils en ont quand même. Ils en ont, jamais assez, mais ils en ont dans leur arca, dans leur coffre. Parce qu'il faut quand même en garder un peu pour inspirer la confiance. Ils en mettent aussi dans la pièce de réception de leur maison, en bas, derrière leur boutique. Bon, ça, on a plutôt des inventaires à Toulouse, c'est pas vraiment basé sur Perpignan, ce que je vous dis, mais bon, c'est Véronique Lamazou à Toulouse, qui montre que les grands marchands ont, et Philippe Wolf évidemment, mais enfin les inventaires, c'est plutôt Lamazou. Pour inspirer la confiance, les marchands ont tendance à mettre dans leur salle où ils reçoivent les clients quelques beaux objets pour faire bien, alors que derrière, parfois, ils vivent très modestement, voire ils sont un petit peu serrés, et ils ont pas mal de vaisselle un peu abîmée. De l'argent, ils en transportent aussi, de temps en temps. Et de l'argent, ils en cachent, puisqu'on a trouvé des trésors avec des monnaies très variables, dont l'échangeur et certains gros hommes d'affaires peuvent avoir du numéraire. Mais quand même, globalement, pour la fluidité des échanges, ils en manquent. Ensuite, surtout, il manque de disponibles. Il manque de disponibles parce que de toute façon, dès qu'ils en ont, ils le prêtent à intérêt. Parce que ça leur apporte une petite rente. Et ils le prêtent avec du prêt sur gage, avec du prêt à la consommation, avec des ventes à crédit. Donc ils sont toujours à court. Et donc ils vont comme Plater avec Bébélius, chercher chez le voisin de quoi compléter. D'où le cercle des Mutua. C'est une course pour rembourser. Leur vie est très
On a l'impression, quand on lit les registres notariés, qu'ils sont dans la course compulsive au remboursement. Mais ils vivent ça bien, hein, apparemment. Ensuite, ils peuvent... Oui, pardon. Donc, puisque ils le prêtent, il est important d'avoir le livre de compte et de suivre sa comptabilité. Ils le font de deux façons. Ils le font de tête, ils se souviennent très bien. On a trouvé des petits brouillards où on a simplement quelques petits chiffres et des noms de personnes. Ils le font avec les registres de compte comme celui que je vous ai mis, et ils le font avec les chartes que je vous ai montrées dans leur petit coffre. Ça, c'est la base. Mais ils le font également en payant en nature. Ils payent en nature d'autant plus naturellement que tous ces personnages que je vous ai présentés, ils sont artisans fabricants, boutiquiers, on dirait au 19e, prêteurs, petits ou gros, et également négociants marchands. Du coup, ils jouent sur tous les tableaux. Et, par exemple, quand ils ont besoin de payer quelque chose, ils utilisent des biens qu'ils ont dans leur boutique et qu'ils peuvent vendre et qui vendent à crédit. Et c'est ainsi que dans la course des paiements, on voit des biens et des objets arriver. Ça n'est pas du troc, à proprement parler, me semble-t-il. Enfin, on peut en discuter. Mais d'abord, de toute façon, tout le système est médiatisé par l'usage d'une monnaie de compte. Par exemple, ici, au 13e, ce serait plutôt les sous de Meigei, et ensuite c'est le sou de Barcelone de façon continue. Et en plus, le sou de Barcelone, pour autant qu'on sache, il est à peu près stable. Bon, ça, c'est sujet à caution, mais on pense qu'il est assez stable d'après ce qui a été étudié. Donc, leurs échanges sont toujours évalués par des experts, toujours placés sur l'échelle de la monnaie de compte, et ils leur servent à combler, certains biens, par exemple un cheval, sert à combler un manque d'argent. Mais ça pose problème quand même, parce qu'il faut passer par l'évaluation du juste prix. Mais le plus courant, c'est d'utiliser d'autres monnaies, par exemple du blé, de l'orge, c'est-à-dire tout ce qu'ils appellent un médium nombrant. En fait, c'est une monnaie puisque c'est continu. Tout bien continu peut servir de monnaie, très facilement. Et il est légitime pour les penseurs médiévaux de l'utiliser. Alors qu'un bien discontinu, enfin, un cheval, je dis le cheval parce que je l'ai étudié à partir du cheval de l'évêque de Barcelone. Le cheval, on ne va pas pouvoir faire une courbe. On fera qu'un histogramme. Non, on ne va pas le découper en tranches, le cheval, hein, sauf si on est bouché, mais ça ne marche pas là. Donc, il leur faut échanger en utilisant diverses monnaies. Donc, soit les monnaies connues, le florin de Florence, par exemple, la monnaie parisie, etc., etc. Mais ça, c'est quand même pour les gens qui font du commerce international. Mais sinon, le plus simple, c'est d'utiliser ces fameux médiums nombrants et d'utiliser du blé, de l'orge, etc. Tout simplement parce que c'est très rare chez les notaires que vous trouviez la monnaie à sonner sur la table. Donc, ils utilisent tout ce qu'ils peuvent. Et cette affaire de l'intégration dans les paiements d'objets, je l'ai découverte à deux endroits. Je l'ai découverte dans un procès pour usure et je l'ai découverte dans un livre de comptes d'un juif navarrais.
Et dans le procès pour usure, on accuse l'évêque de Barcelone, celui qui a fait la cathédrale de Barcelone, hein, d'avoir fait du crédit avec, en tant que client, hein, là, en tant que débiteur, du crédit où il y avait de l'usure en passant par une barata, c'est-à-dire l'achat d'un cheval plus un prêt d'argent. Et dans le registre du prêteur, Navarrais, il est dit seulement « j'ai perdu tant d'argent avec cette barata ». Alors j'ai lancé avec Romain Saguet et Bernard Desclos une chasse aux barata dans tous les registres. Dans les registres notariés, on n'en trouve pas, mais dans le registre de la procuration royale, on en trouve. Et donc nous sommes en train de rêver que nous allons travailler, mais on travaille un peu et ça va venir. Mais c'est lent. Nous sommes en train de travailler sur ces baratas et il s'avère qu'au fond, c'est un système de compensation, de paiement par compensation, qui au fond se fait toujours, qui peut être usuraire, mais qui fonctionne très bien et qui n'a rien du troc. Bon, je serais ravie d'en discuter d'ailleurs avec vous sur cette question du troc, parce que c'est un débat avec certains de nos collègues. Donc, oui, voilà. Ce que je voulais vous présenter comme étant la manière de ces hommes orchestres, en fait, entrepreneurs, pour le dire simplement, ou pour le dire de façon très vague, leur manière de répondre aux problèmes économiques de base, aux problèmes économiques par essence, à savoir l'incertitude sur les marchés, ô combien décuplée par le Moyen-Âge, qui est quand même une période très instable et très hétérogène. Ils font feu de tout bois, ils se débrouillent par leur pluriactivité, et finalement, j'ai l'impression que je vous ai montré que dans le désordre, et pas du tout dans l'ordre de notre système, hein, ils avaient trouvé la banque de dépôt, ils avaient trouvé le crédit à la consommation, ils avaient trouvé l'achat à crédit, ils avaient trouvé le leasing, ils avaient trouvé les sociétés de parts, ils avaient tout trouvé. Sauf une chose, mais dont on ne parlera pas aujourd'hui, une chose, c'est le prêt à long terme. Parce que tout ce que je vous ai montré, à part la Societas, encore que, il faut le renouveler chaque année, hein, c'est à court terme. Et quand je dis à court terme, c'est 1 an, 2 ans, éventuellement 3 ans. C'est vrai que là, par exemple, la comptabilité royale, c'est 3 ans. Et c'est ça le problème, un des problèmes économiques assez importants, c'est comment on passe du court terme au long terme, et il faut des outils qu'on a trouvés finalement, je pense, très récemment, enfin plutôt au XXe siècle, et encore, je ne sais pas. Voilà, j'espère avoir été un peu claire et pas avoir trop jargonné, et je vous remercie d'être venu au lieu de déjeuner. Au Moyen-Âge, ce qui est très bien. Je vais poser quelques questions, après je vais vous donner la parole. Peut-être je vais poser des questions un peu bêtes. Ah ben non, il n'y a pas. Ces questions les plus difficiles, les questions qu'on dit bêtes. Hein, non, en partie, tu as donné une des réponses là, à la fin. Mais ma question est, donc, est-ce que comment on peut dire ça, le moyen de mortel, c'est-à-dire qu'un individu qui n'est pas marchand, qui n'est pas boutiquier, etc., pouvait aussi demander des choses à crédit. Ça, c'est, voilà. Et une question qu'on pose actuellement, en tout cas dans la société espagnole, on pose beaucoup, est-ce qu'il y avait de l'argent sous table, c'est-à-dire, voilà. Est-ce que quand on demandait un crédit, tout était mis sur le registre du notaire, où il y avait une partie qui était au noir, on va dire comme ça. Alors, pour la première question, oui, moi j'ai choisi de vous parler de l'entreprise parce qu'il fallait que je choisisse un pied, que mon projet il va porter sur les entrepreneurs, donc je voulais aller vers l'avenir glorieux. Et
mais mon secteur à moi serait plutôt le microcrédit. Et le microcrédit, évidemment, il touche tout le monde, hein, mais il touche les petits. Les petites bonnes femmes qui vendent de la roquette sur le marché, elles font leur entreprise à un microcrédit. Mais bon, ça a été tellement bien étudié par Laurence Fontaine pour l'époque moderne, ces fameuses petites bonnes femmes, que bon, j'ai pas développé parce que je ne vous apporterai pas grand-chose de plus. Mais oui, ils vivent tous à crédit, même les petits. Ils payent leur enterrement à crédit, ils payent leur messe d'obit à crédit, tout se fait à crédit. Alors, quand je dis les petits, les très pauvres, non, eux c'est la charité. Mais ceux-là, moi je les vois pas. Et ouais, c'est le problème, c'est que quand même on voit jamais les vraiment pauvres. Ça, on les voit que dans la charité. Et la charité, c'est un autre système. Alors ensuite, dessous de table, là c'est vraiment une grave question, parce que j'ai l'impression que les historiens médiévistes sont divisés. Bon, d'abord, les dessous de table, par définition, moi je les vois jamais, parce que c'est pas un notaire qui va aller raconter qu'ils font des dessous de table. Bon, mais il y aurait eu des procès quand même, parce que les procès c'est utile pour ça. Moi, je reste très réservée sur le fait que le système aurait besoin de frauder massivement. Bon, qu'il y ait des fraudeurs, je ne le nie pas, même si j'ai tendance à pas bien le voir, mais bon, d'accord. Mais que ce soit massif, je ne comprends pas comment c'est possible, exactement comme on a dit que les Juifs étaient schizophrènes. Enfin, bon, je sais pas, c'est pas possible. Enfin. Pourquoi Alors, parce que c'est une vraie question, parce que l'idée c'était, l'usure étant interdite, si on dit que l'usure c'est le taux d'intérêt, eh ben vous insérez l'intérêt dans le capital, et hop, l'affaire est faite. Bon, à part que tout le monde le sait, que personne n'est dupe. Alors ça, c'est une thèse que mes collègues médiévistes ont beaucoup défendue. C'est pas un dessous de table, mais c'est une fraude, clairement. Moi, je ne crois pas qu'ils s'amusent à faire ça systématiquement et globalement. Parce que, en fait, et on l'a bien vu, alors là, j'en viendrai plutôt aux prêteurs juifs, on parle des petits. Le tout, c'est de garder le lien avec son client. Et ça, je l'ai montré dans un article sur la novation de dette. Au fond, quand vous avez quelqu'un qui vous a emprunté quelques sous pour 2 ans, qui vous a payé les intérêts, mais jamais le capital, qu'il a remboursé 1/3 du capital, mais que finalement il a besoin d'une nouvelle somme, il va venir, il va vous redemander, alors, un rééchelonnement de la dette plus un nouvel emprunt. Ça, c'est surendetté, mais ils sont tous surendettés. Le roi est surendetté, il ne rembourse jamais, le roi. Mais bon, il rembourse autrement. Mais du coup, vous vivez avec vos intérêts. Ça suffit, vous avez une rente. Et vous ne cassez pas le système, parce que si vous le cassez brutalement, il va vous faire un procès, il va vous accuser d'usure, et il aura raison. Parce que même si vous avez fait une innovation, vous avez fait une nouvelle créance, parce qu'ils ont compris, hein, quand à partir du 1315, ils sont contrôlés, qu'il faut jurer de ne pas dépasser le taux d'intérêt et de ne pas doubler le capital avec les intérêts, eh bien, on arrête, on oublie l'ancienne créance, on la réinsère quand même. Hein. Bon, là, ça se fait pas. Mais que je sache, internationalement, c'est pas un peu ce qu'on fait là, parfois. Et on refait un crédit, et le gars, il va continuer à vous payer. Ça dure 20 ans. Moi, je les ai trouvés là, dans les registres, soi-disant emprunt à 6 mois ou 1 an, ou 2 ans maxi, qui dure 20 ans. À quoi ça sert d'aller prendre des dessous de table? Le gars, il vous paye une rente. À quoi bon se fâcher? Et surtout, il ne faut pas se fâcher. Parce que si vous vous fâchez, vous allez être accusé d'usure. Si vous êtes accusé d'usure, au départ, vous êtes un usurier occulte. Bon, usurier occulte, c'est pas bien, parce que vous allez ramasser toute la mauvaise clientèle, là, le prêt sur gage, les gens qui vous payent jamais, qui râlent, les joueurs, tout ça. Et par contre, si vous êtes trop attaqué en justice, vous allez passer de la catégorie d'usurier occulte, dont on dit que mauvaise réputation,
à usurier manifeste. Et là, usurier manifeste, c'est condamnation pénale, restitution obligatoire. Bon, il faut faire attention, hein, et jamais avouer, parce que je connais un chrétien à Barcelone, 1300, qui a fait un testament où il a écouté son confesseur et il a dit « Moi, je vais rembourser les usures exagérées ». C'est allé au tribunal et on a accusé son fils d'être le fils d'un usurier, d'avoir hérité d'un usurier, et donc il a eu un procès pour usure. Donc ça peut être très vicieux. D'autant que le pénitentiel est très lié au judiciaire. On est quand même dans une société chrétienne. Donc le dessous de table, je ne peux pas vraiment répondre, mais voilà. Oui, bonjour, merci bien. J'avais une question, en fait, vous disiez que à cette époque-là, donc, les emprunts, ils avaient des durées de 1 à 3 ans, on va dire. Et donc, est-ce que l'explication, c'est pas simplement que la taille des affaires, finalement, n'était pas suffisamment grosse pour que les gens puissent vous prêter avec un risque plus grand sur un plus long nombre d'années? Ça, c'était la première question. Et la deuxième, c'est quand est-ce que ça a changé, en fait, historiquement? Est-ce que c'est un truc très récent ou est-ce que c'est aussi au Moyen-Âge que se sont développés les prêts à des durées plus longues? Ah oui. Donc moi je suis Sébastien Gourbière qui était au début en visio là et je suis venu finalement. Et donc moi je suis biologiste et je fais de la modélisation en biologie. LGDP. Bon, quand est-ce que ça a changé? En tout cas pas au Moyen-Âge. Hein. Non, au Moyen-Âge, ils n'ont pas trop... Patrice, ça a changé quand? À ton époque? Non, mais le fait qu'ils arrivent à prêter à long terme, hein, c'est ça la question. Des crédits à 20 ans, dès l'origine. T'en vois, toi? J'ai jamais vu un crédit à 20 ans. Oui. Eh oui. Mm. Mm. Ah oui, c'est autre chose. Oui, oui. Oui, j'ai pas parlé de la rente. Hein. Oui, mais c'est autre chose. Moi, j'ai parlé du crédit d'entreprise et du crédit petit crédit. Enfin, j'en ai pas parlé, mais comme ils sont liés. Après, est-ce que c'est parce que l'entreprise n'a pas besoin non, je crois pas. Ils ont besoin d'investir plus. Ah, de prendre un risque sur. Bah, ils le prennent en réalité. Ils le savent. Ouais. Ouais. Mais c'est moi Enfin bon, évidemment, je suis marquée parce que j'ai étudié des procès. Donc quand vous commencez à étudier des procédures, vous sortez de chez le notaire, là c'est plutôt, on s'entend. Après les procédures, vous voyez que tout ce qui est conflictuel. Alors évidemment, moi j'ai envie de dire que ce qu'ils veulent, c'est éviter d'avoir un procès. Parce que leur problème, c'est quand même qu'avec leur définition de l'usure, qui est bonne hein, quand même, c'est la nôtre au fond. En gros. En tout cas, le taux, c'est le bon. Et plus on contrôle dans la couronne d'Aragon, hein, je ne vous ai pas parlé de l'Allemagne, hein, ce serait autre chose. Parce qu'en Allemagne, je vous signale que les taux, ça va jusqu'à 70%. C'est pas 20%. Hein. Ça, c'est usuraire quand même. Eh oui. Eh oui. Donc, moi, je vous parle d'un royaume où le roi a voulu prendre en main le problème. Et donc, où il a légiféré. Et où il a envoyé les notaires au front en disant « vous contrôlez bien ». Où il a créé, par exemple, nommé un commissaire aux biens des Juifs pour contrôler les usures juives. Où il a institué le serment pour les prêteurs juifs, parce que la définition de l'usure, c'était notre sujet, je n'en ai pas parlé, mais la définition de l'usure, elle passe par la définition
de l'usure juive, parce que c'est les prêts d'argent. Et pour contrôler ça, on les fait prêter sur la Torah. Donc, une fois par an, les prêteurs juifs sortent la Torah. Vous imaginez, hein, la Torah, quoi, c'est grand. Vous la sortez et vous jurez de respecter les taux d'intérêt. Et chaque fois qu'ils vont chez le notaire, ils prêtent serment sur le décalogue. On a, à Puisserdin, on a un petit texte en hébreu. Donc, c'est ça leur problème. Oui, après, qu'ils n'aient pas des sommes en réserve énormes, mais comme tout est à crédit, de toute façon, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des réserves énormes? Ça, j'en sais rien, mais de toute façon, les réserves, elles ne servent pas à prêter, non? Enfin, je ne sais pas, c'est Nicolas qui pourrait le dire. Ouais, c'est une grande question. Je réfléchirai. Il y a quelqu'un qui veut parler? Non, il n'y a plus que Romain, là. Romain, est-ce que vous avez des questions? Non. Ah oui, peut-être. Non, oui, il en mais entend, c'est parce qu'il m'a entendu. Donc là, vous êtes à Madrid, si je comprends bien. Y a-t-il des questions? Oui. Oui, bonjour, Laurence Soms. Moi, je suis maître de conférences en gestion. Je travaille notamment sur la finance. Donc, vous faites écho à pas mal de la finance moderne, quand même, reprend pas mal de ces éléments. Donc, quand vous avez parlé on garde un lien important avec son client, oui, c'est ce qu'on appelle du relationship banking. Donc, ça reste quand même une théorie qu'on retrouve traditionnellement. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, ce que vous avez dit, outre tout le reste, c'est l'effet de réputation. Vous avez dit comment, à cette époque-là, ils travaillaient sur la réputation. Parce qu'on sait qu'actuellement, sur les marchés financiers, la réputation est un point délicat à traiter et on sait qu'on peut avoir des mouvements importants. Donc, qu'est-ce que c'était à l'époque, la réputation? C'est le cœur du sujet. Je n'avais pas parlé parce que ça a beaucoup été travaillé. Merci. Ça a beaucoup été travaillé. Vous avez quand même Daniel Lord-Smile et Thelma Fenster qui ont écrit un livre dessus. Vous avez, pour les Juifs, c'est le bouquin qui a fait bouger les choses, c'est Joseph Chazmiller, Shylock revu et corrigé. Vous avez Claude Gauvard qui a travaillé sur la réputation. Alors, la réputation pour les Moyen-Âge, c'est notre tarte à la crème, on adore ça. Enfin, c'est vraiment très important. Mes étudiants vous diraient, non, arrêtez avec la fama. Alors, comment ils le travaillent? Alors, je pense que nos analyses de réseau montrent comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'ils ont quand même des associés privilégiés et sûrs dans diverses places qui travaillent à la réputation de leurs associés. Leurs clients sont les principaux vecteurs de la réputation, et ça, on le voit dans les procédures, parce que le premier procès qui a été étudié pour un juif, pour dire que les juifs n'étaient pas tous des usuriers, c'est donc Bondavin de Draguignan par Joseph Chazmiller en 1990, traduit en 2000 en français. Et puis moi, j'en ai trouvé encore mieux à Barcelone, c'est Isaac Biona. C'est des juifs alors Bondavin, il est accusé d'usure par un gars qui joue à l'auberge, et pour anticiper sur cette accusation d'usure, il agit et il demande à tous ses clients de venir témoigner pour lui. Et il a une liste de témoins fabuleux, disant « mais ce gars-là, c'est un prêteur super, ne nous l'enlevez pas, il est humain, il fait ça bien, il prend pas des taux d'intérêt exagérés, quand on a des problèmes, il attend, etc. etc. » Et ils décrivent. Et on leur demande c'est quoi pour vous la réputation, c'est quoi pour vous la relation avec quelqu'un. Donc le vecteur judiciaire est essentiel. Et je vous parlais d'Isaac Biona à Barcelone. Bon, c'est un peu mon chéri parce que Isaac Biona, lui, il a accusé un chrétien d'usure, c'est encore plus fort. Et on voit bien à travers Isaac, dont on est vers 1301, que un des lieux où l'homme d'affaires, c'est des hommes d'affaires, est toujours présent, c'est le tribunal, parce qu'il faut être au courant. Et donc, il faut savoir casser, je pense que ce qu'ils savent très bien faire, c'est connecter, déconnecter.
C'est-à-dire rester connecté au réseau le plus longtemps possible, dans des bons termes, etc. Mais quand il y a vraiment quelque chose de pourri, il faut le déconnecter très vite. Ça, pour moi, c'est leurs outils principaux. Ensuite, il faut être... on a une clientèle avec le roi, avec des grands nobles, ça peut aider. On a une réputation de rectitude morale. On est bon père, on est bon mari. Il ne faudrait pas avoir un procès parce qu'on a frappé sa femme, vous voyez. C'est réel, hein, il faut être un bon citoyen. Et, du style, si vous voulez accuser quelqu'un et lui casser la réputation, vous dites « Ah oui, il est passé près du mur de la ville, là, et il est passé au Castillet, il a ramassé une pierre et au lieu de la remettre dans le mur, eh ben, il l'a prise pour lui. » Ça, c'est déjà pas bon, il s'attaque au bien public. Alors en plus, il rentre chez lui et il commence à taper sur sa mère et à lui crier dessus. Et elle meurt, parricide. Et en plus, il y a des migrants français qui arrivent, il y a un petit gamin, sodomie. Bon, là, le gars, c'est fini. Mais non, c'est pas fini, parce qu'au Moyen-Âge, c'est jamais fini. Il paye une composition assez énorme et on le revoit dans quelques temps plus tard. Mais dans un secteur un peu... Je pense qu'ils survivent toujours. Hein. Ça, franchement, ils survivent à tout. Ça, Denis Mingeot, par exemple, aussi, il a montré hein, pour des gros trafiquants, là, par contre, auprès de l'État. Ils ont mauvaise réputation, mais ils continuent. Ils continuent parce qu'on a besoin d'eux et peut-être, alors pour l'État, peut-être, ça c'était l'hypothèse de Mingeot, parce qu'ils savent bien rapporter de l'argent. Donc on sait qu'ils sont archi pourris, mais ça rentre. Donc il faut distinguer le petit homme d'affaires de base, juif ou chrétien, il vaut mieux qu'il soit bien, vraiment, moralement. Et après, le gars qui est au niveau de l'État royal, s'il a des bonnes relations, suffisamment, alors lui par contre il a accumulé de quoi payer l'amende, et qui sait bien faire travailler la comptabilité, je pense qu'on continue avec une mauvaise réputation. Mais ce n'est pas le même secteur du tout de l'économie. Oui. Oui. Il faudrait y réfléchir, mais je pense ça. Après, Romain en a aussi des malfaiteurs, là. Il va en étudier. Bon, non, ça aussi, on peut y réfléchir et je vous dirai dans quelques temps. Mais pour l'instant, voilà ce que je peux dire. Merci Nicolas Marty, donc histoire contemporaine. J'avais une tentative de semi-réponse et ensuite une autre question. La semi-réponse, c'est sur les crédits à long terme. Je pense que c'est lié en partie, en tout cas, sur ce qu'on appellerait aujourd'hui des prêts à long terme, sur la structure des actifs des entreprises, en fait. C'est-à-dire que plus il y a du capital immobilisé, de l'actif immobilisé, plus on peut faire des crédits à long terme. C'est-à-dire, en gros, le passage ce sont des grands mots, mais je ne suis pas sûr que ce soit... Enfin, qu'il faille l'associer exactement à ça, mais c'est en gros le passage du capitalisme marchand au capitalisme industriel favorise les crédits à long terme parce que dans l'actif des entreprises, il y a de l'actif immobilisé sur du long terme, des machines, des choses comme ça, qui font qu'il y a une nécessaire prise en compte de mise en œuvre de long terme. Il y a aussi, bien sûr, la capitalisation boursière. Quand on fait des émissions de titres, qu'on recapitalise une entreprise, c'est pour, normalement, de la longue durée. Et qui est utilisé ensuite rapidement. Voilà, bon, ça c'est deux points. Tu n'as pas parlé, je voulais savoir si ça émerge ou si c'est déjà présent à l'époque dont tu parles, du paiement à terme, notamment ce qu'on appelle les effets de commerce, c'est-à-dire des lettres de change et les systèmes d'escompte, etc., qui sont des paiements à crédit entre marchands en général, mais qui donnent lieu aussi à un intérêt par le taux d'escompte, quoi. Est-ce que ça existe déjà ou... C'est peut-être un peu technique, je ne sais pas, comme question. Mais... Oui, j'ai fait
fait un peu des coupes. Il y a un moment où j'ai un peu fait une coupe sombre. Merci. Ouais, en effet, le paiement à terme, oui, tout le temps. Après, lettre de change, en Italie, 15e, fin 15e, oui. Au 16e, oui, mais c'est plus loin. Ici, non. Enfin, des lettres de change, il y a des Italiens ici. Il peut y en avoir, mais curieusement, ils ne l'utilisent pas. Ils pourraient. Alors, on en a dans la compagnie d'Atini, qui est une grande. Alors là, c'est vraiment très différent de ce que je vous ai dit, parce que c'est une grosse entreprise marchande méditerranéenne, enfin mondiale d'ailleurs, parce qu'ils vont dans le nord, etc., dont on a la comptabilité, on a les archives, parce que ça a été légué à une fondation charitable, et donc on a toute leur correspondance marchande, et eux, ils ne fonctionnent pas vraiment avec le notaire, ils fonctionnent avec leurs livres de compte qu'ils ont dans leurs archives. Donc c'est quelque chose de tout à fait différent. Donc oui, ce secteur-là, je vous en ai pas parlé, mais bon, voilà, on peut aussi en parler, on peut aussi travailler. Par contre, achat de récolte sur pied, paiement à terme. Élevage de veaux, par exemple, les précaires, hein. Je l'avais noté, puis j'en ai pas parlé. Oui, ça, c'est le pain quotidien, hein. C'est le système quotidien, oui, bien sûr. Mais qu'on retrouve, en effet, à l'époque moderne. Et de toute façon, en effet, de l'intérêt et du crédit, ils en prennent à plusieurs endroits. Ça, je l'ai pas détaillé, parce que, oui, comme tu dis, peut-être c'est plus technique, ou simplement que j'avais pas choisi ça. Mais oui, on en prend avec les différences de monnaie, on en prend avec les pénalités de retard, on en prend, parce qu'il y a quand même des pénalités de retard, hein. On en prend avec les taux, on en prend avec les baratas, donc les achats en nature, enfin les compensations, on en prend avec les parts, on en prend avec la rente. Bon, j'ai pas parlé de la rente, mais si on rentre là-dedans, il y a de quoi aussi bien s'amuser, et ils prennent partout. Oui, bien sûr. Martin, qui est en visio, est-ce que vous avez une question? Ou c'est qui, Martin? Non, pas forcément. J'ai tout écouté, mais pas forcément de question. Merci. Ah, d'accord, parce qu'il y avait la main. Est-ce qu'il y a-t-il d'autres questions? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on te remercie infiniment. Claude, nous avons appris beaucoup de choses. Et donc, on te remercie encore. Et donc, la prochaine conférence est le 17 novembre. Et c'est Antonio Vázquez, qui est un professeur invité de l'Université de La Havane, qui a été invité par nous, par l'université, grâce à la fondation. Et donc, c'est jeudi 17 novembre. Voilà, vous êtes invités.